Oh, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux Fréquences Joyeuses avec Théo et moi Audrey. Voilà, on vous fait une petite vidéo au bord du château du Frêne, près de chez nous, avec le pigeonnier derrière qui est sur un petit étang, c'est très sympathique. Et on se fait une après-midi pêche en pique-nique, voilà, tranquillement. Et c'est un bel endroit. Bon, on va vous faire une petite vidéo avec ce magnifique décor et puis on va vous parler de... Un petit bémol quand même. Un petit bémol. Bah oui, parce qu'on devait avoir un temps magnifique sans nuages, ce qui est le cas, mais quand on lève les yeux au ciel, on se rend compte qu'on a des traînées blanches partout, dans tout Le le ciel. ciel est complètement voilé en fait. Donc et il n'y a pas de logique par rapport à ce qui est prévu. on n'a plus le bleu avant. Comme je disais dans la dernière vidéo, on avait un bleu intense. Et là, en fait, tout le ciel, en fait, il fait beau, il y a du soleil. Normalement, il devrait faire un très beau temps. Seulement, effectivement, tu as raison. On n'a plus le bleu qu'on avait. Il est voilé complètement. Avec de très très longues traînées blanches et quelques-unes assez larges qui ne correspondent absolument pas du tout déjà avec la météo, la soi-disant météo qui nous prépare, qui vient de dire qu'il nous prépare. Et surtout, voilà, on a un voile où le ressenti n'est pas le naturel que l'on a connu. Donc on a autre chose que moi je perçois très très profondément en moi, donc qui ne me rend pas complètement serein et ni dans une stabilité que j'aimerais avoir au bord de l'eau comme ça. Voilà, Ouais, c'est... Bah, j'en pense que en fait, c'est comme si on avait affaire à une terraformation. C'est vrai que, étonnamment, enfin, moi j'aime bien regarder les science-fiction, mais j'ai toujours considéré que c'était de l'imaginaire en fait. Et là, force est de constater que quand je vois avec quelle intensité on subit des épandages quotidiens, je me dis qu'il y a une terraformation en fait, parce que la question c'est, mais oui, mais ceux qui le font ça, enfin ceux qui en donnent l'ordre de ces épandages, ils respirent le même air que nous. En fait, la Terre est un système fermé, donc la pollution comme ça dans l'air de barium, de strontium et de bismuth, parce que ça refroidit l'atmosphère et que sais-je encore, enfin des saloperies. Qui donne d'ailleurs la maladie des morgellons. Il faut voir les plaies que ça peut avoir, ça. Et enfin, c'est étonnant. On n'a jamais vu ça de l'histoire humaine. Donc, en fait, ces gens sont censés manger les mêmes légumes que nous, manger la même viande, les mêmes poissons, sont censés respirer le même air. Et comme c'est des épandages qui sont internationaux, en fait, on se dit, mais comment font-ils? Et en fait, c'est à se demander s'ils sont humains, en fait, ces gens, quoi, ou s'il n'y a pas une terraformation. Moi, je reviens à la série Fringe, qui est assez étonnante d'ailleurs, où en fait, on voit que, dans une approche complètement imaginaire et de science-fiction, on nous dit des trucs, bon, c'est troublant comme ressemblance en fait. Et là, c'est vrai on est censé avoir un très beau temps et que on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, que en fait on est un peu enrhumé, on a la gorge qui pique. Ouais. J'ai le nez qui coule, moi c'est pas normal. Hein. Il y a tout le système ORL qui a un peu, qui est un peu pris. Il y en a peut-être qui diront oui, c'est peut-être dû au pollen. Pourquoi pas? Mais le pollen, moi, je m'impacte sur une période du mois de mai qui ne m'a jamais impacté au-delà du mois de mai. Donc, alors, on pourrait imaginer qu'ils font de l'épandage pour le soi-disant réchauffement climatique, pour le rendre moins perturbant pour la planète et pour l'homme.
Mais moi, ce qui me fait douter de ça beaucoup, c'est que déjà, pourquoi qu'il n'y ait pas de. Pourquoi qu'on en parle nulle part hein, dans les médias, donc on n'a pas d'informations donnant exactement le pourquoi de l'épandage. Parce qu'il existe et c'est réel, juste à lever les yeux au ciel. Si, j'ai l'impression si il y a eu quelques infos dans les, enfin très très rapidement comme ça dans les médias mainstream, comme quoi c'était une volonté avec le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Bref, avec l'été qu'on a eu dans le nord de la France, on repassera. Mais par contre, il y a eu la volonté de refroidir l'atmosphère, donc la raison pour laquelle il y a du bismuth dans leur épandage. Il y a eu certains États aux États-Unis qui ont demandé l'interdiction d'épandage. Alors je crois, d'après ce que j'avais vu, si je ne me trompe pas, c'est le Michigan par exemple qui a interdit les épandages. Il y a d'autres régions qui, de manière officielle, on dit on ne veut pas de ça. Donc on voit bien que de façon officielle, on ne nie plus l'existence de ces épandages, d'une part. Et deuxièmement, on ne nie pas le fait que ce soit toxique, et d'où l'interdiction dans certaines zones du monde. Mais cela dit, comme je le disais, on est dans un système fermé, forcément que ça a un impact au niveau mondial, les vents, les différents courants marins, parce que en fait, ces épandages sont des substances qui tombent sur la terre et sur les mers. Donc en fait, tout ça, c'est un circuit fermé avec différents courants. Donc ça impacte le monde entier. N'importe quelle zone est touchée. Faut voir les avions, la dose d'épandage, c'est pas à dose homéopathique, quoi. C'est bien le contraire, en fait. Donc bon, ça s'apparente, ouais, à une terraformation, et c'est à se demander si effectivement on n'est que des humains sur Terre. Voilà, hein, c'est l'une des choses qui peut se poser comme question. Voilà, c'est-à-dire que on pouvait jusqu'à présent considérer qu'il y avait par exemple des entités sans âme, des entités non humaines, des humains de façade, un petit peu comme des bâtiments de façade à Paris, alors que derrière ce sont des grosses bouches d'aération. On a l'impression que ce sont des bâtiments, mais en fait non. C'est un petit peu le déguisement humain, et puis en fait derrière c'est autre chose, quoi. Donc là on se demande si on nous dit pas une certaine chose dans par exemple la série Fringe, qui finalement dans la saison, les dernières saisons, on s'aperçoit que ce sont des individus qui sont plus vraiment humains, parce qu'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de cœur, quoi. Donc il n'y a plus cette fréquence vibratoire d'amour et de vérité et de compassion et tout ce qui est christique. Donc ça fait plus vraiment des êtres humains, tout ça. Et en fait c'est une terraformation, parce que l'atmosphère qui est riche en azote et en oxygène ne leur convient pas, et qu'il leur faut un air qui est saturé en dioxyde de carbone, quelque chose de dégueulasse, quoi. Ouais, mais c'est un peu l'idée. Ça reste une série donc de science-fiction, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments que l'on retrouve à l'heure actuelle. Donc, c'est troublant, en fait. Bon. Voilà, ça c'est une parenthèse qui interpelle quand même dans tout ce qui est le cinéma américain et Hollywood et toutes ces séries où il y a toujours des infos qu'on nous donne quand même quelque part. Ils inventent pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'inventent pas. C'est prévisible, quoi, pour la suite. Je crois qu'il y a eu quelque chose, je te coupe, mais il y a eu quelque chose qui est dit comme quoi on ne dira jamais la vérité dans les informations, on leur mentira toujours, mais par contre on dira certaines vérités dans ce qui leur paraîtront imaginaires et de la science-fiction, mais en fait on y est. Et je parle de la série Fringe, mais en fait sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'autres films ou d'autres séries, il y a certaines choses qui sont troublantes par rapport
à ce qu'on peut voir dans la réalité qui se passe, quoi. Bien sûr. Voilà. Moi j'ai une autre constatation, je connais l'endroit depuis 40 ans. J'ai connu ici je vais parler un petit peu plus de la flore, de la nature, enfin de ce qu'on peut rencontrer notamment ici, derrière le colombier là. Ici il y avait des martins pêcheurs, il y avait des fassiers, on pouvait voir des oiseaux qu'on ne voit plus du tout. Là à l'heure actuelle, j'ai constaté depuis quelques temps que l'oiseau se fait très rare. Ah ouais. Très très rare ici. Chose que je n'ai pas connue, que je ne connaissais pas. Je suis très perturbé le fait de ne pas entendre d'oiseaux dans cette zone-là. Et là, on est en pleine nature et il n'y a pas un oiseau là. Et donc là, on est. Franchement, moi, ça me perturbe énormément. Comme je vous ai dit, hein, il y a 40 ans de ça, je croisais des huves faciées. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une faciée, mais c'est très particulier et on en voyait. Là, je ne vois plus. Les moropsphinx, qui sont des petits insectes qui ressemblent à des oiseaux comme des petits colibris avec des petits becs c'est joli ça. qui venaient sur notre arbre où on habite. C'est des oiseaux qui étaient dans le sud, mais avec bien sûr qu'il y a un petit réchauffement, mais qui n'est pas on va dire que de manière naturelle, le réchauffement se fait aussi, pas spécialement dû de l'homme. Et on voyait ces petits insectes là cette année, c'est terminé. Il n'y en a plus, on ne voit plus rien du tout. Enfin, des choses qu'on ne voit plus du tout à l'heure actuelle. Donc ça c'est inquiétant, très inquiétant. Là on vous parle de la Mayenne Nord, mais on a été au mois d'août là, chez ma mère aussi, près du Cap Fréhel. Et le matin, il y a encore très peu de temps, peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'étais là-bas et vers les 6h du matin, j'adorais ouvrir la fenêtre. Et pendant une demi-heure, comme ça, j'entendais la symphonie des oiseaux, des chants des oiseaux. C'était magnifique. Vraiment commencer la journée comme ça, c'est un vrai plaisir. Eh bien, là, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que tôt le matin, j'ouvre la fenêtre pour profiter de cette symphonie d'oiseaux. Et rien. Et c'est troublant. Et je l'ai fait plusieurs matins de suite. Et rien en fait. On n'a plus ces magnifiques chants d'oiseaux, surtout qu'on est entouré d'arbres là-bas. C'est dans la vallée, en fait c'est dans une des vallées, c'est à 10 km de la mer, donc on est plus dans les terres là où il y a des marais, des choses comme ça, des vallées, donc c'est très très boisé. Et donc les oiseaux aiment venir là. Et là, en fait, ces chants d'oiseaux le matin à la levée du jour, enfin même un peu avant, hein, parce que je donnais 6h, mais à l'aube, quoi, quand on voit que le jour se lève, voilà, on ouvre les fenêtres, pas forcément à 6h, mais on ouvre les fenêtres, et puis en fait, on entend le chant. Et là, non. Donc, c'est alarmant. On entend dire effectivement il y a plusieurs personnes, hein, dont Tiefen aussi dans l'un des concerts, qui avait émis l'idée quand les oiseaux chantent, enfin quand il y a des oiseaux, je sais plus comment il a sorti ça, mais enfin l'idée était là, quoi, que lui non plus il n'entendait plus d'oiseaux chanter, et d'autres personnes sur internet qui disent la même chose, mais le fait de se rendre compte soi-même, en fait, c'est troublant de l'expérimenter soi-même. Moi j'associe surtout ça à ce qui nous... pas au réchauffement climatique. Pour moi, on n'a absolument rien à voir. Évidemment, le jour où je vais voir des autruches passer ou des kiwis, je me pose la question du réchauffement climatique. Il y a des kiwis en Bretagne, hein, depuis longtemps. Je parle des kiwis, des fruits, des oiseaux. Non, mais je veux dire par là, bon là c'est juste pour faire une petite pointe d'humour, mais bon. Ce que je voulais dire surtout, c'est que j'associe pas ça avec le réchauffement climatique, mais j'associe ça. Et je pense que mon ressenti doit être bon par rapport à ce que je vais dire. Vraiment, est-ce qu'il nous balance les premiers impactés, ça va pas être nous, parce qu'on a une sensibilité qui est quand même moins importante que les animaux, les oiseaux, etc. Donc eux sont les premiers impactés. Ensuite, nous, on nous a tellement conditionnés dans quelque chose qu'on peut recevoir
On est même capable de prendre plusieurs turbo-cancers s'il le faut. Les oiseaux et les animaux et la flore, elle se défend comme elle peut ou elle s'en va. Elle essaie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Donc pour moi, la raison de ce que je vous dis, la traduction de tout ça pour moi, c'est les oiseaux ne vont plus ici. Ils existent encore, mais ils ne viennent plus dans les régions qui sont impactées parce que Malos dans nos auteurs. Cela dit, par chez nous, on voit encore des martinets. Dans les Côtes d'Armor, à la plage, du côté de la plage de la Grève d'en bas, près du Cap Fréhel, il y a encore un petit coup de vent pour la caméra. Il y a encore des hirondelles. Donc on en voit encore des oiseaux. C'est juste qu'en fait, on voit bien que c'est en termes de densité, ça baisse en nombre. Mais pour autant, dans le sens inverse, c'est avec les épandages qu'on a constamment. Je suis surprise de voir que la nature tient le coup, que l'herbe pousse encore, que la chlorophylle, voilà, elle soit pas impactée, qu'il y a encore des arbres, des beaux arbres, et voilà. Et effectivement, je crois, oui, c'est Prune dans une de ses dernières vidéos qui disait, mais en fait, c'est une toute petite quantité qui part à chaque fois. Et c'est un peu comme un escalier qu'on est en train de descendre en fait. C'est petit à petit, il y a des arbres qui meurent, petit à petit il y a des oiseaux qui s'en vont, qui disparaissent. Par contre, les oiseaux de mauvaise augure, là, par contre, ça pullule pas mal. Vous savez où, on va pas on va pas vous énumérer, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Petit clin d'œil. Il faudra plus amplement parler hormis l'épandage, de quelque chose qui pollue aussi énormément et qui là par contre c'est vraiment plus au niveau de l'énergétique. Et moi je parle vraiment de quelque chose, on le rattache à une sorte de folklore, mais ce qu'on appelle la magie. Et tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie, il y a une recrudescence qui est alarmante. Et on est vraiment dans ce combat-là aussi du mal contre le bien. Et de cet attrait au surnaturel qui est spectaculaire, dont en fait certaines personnes sont totalement séduits par ça, et du coup ils se disent que le véritable pouvoir se trouve là parce qu'il est montré de manière spectaculaire. En fait, ce sont des prodiges, et ça fait partie effectivement de ce qu'on vit dans la fin des temps, et des choses dont on peut penser que ça fait partie un peu d'un folklore un peu moyenâgeux. En fait, il y a des idées préconçues qui étaient peut-être vraies il y a un certain temps, mais qui en fait ont pris en modernité. Effectivement, le mal, oui j'en étais là, montre les choses d'une manière spectaculaire en fait. Donc ça sidère un petit peu les gens qui sont pas vraiment connaisseurs, qui sont pas aguerris à ce que peut faire, comment dire, c'est pas ce que peut faire le bien, c'est la différence entre les prodiges et les miracles. Le miracle, ça tient à une fréquence qui est celle de l'amour et de la vérité, de la joie. C'est pour ça que nous, on développe en fait ces vidéos de manière très authentique, sans pour autant les travailler en amont. En fait, c'est plutôt comme ça l'intuition. C'est parce qu'en fait,
à mon sens, ce qui tient du miracle, c'est le fait de envisager que la réalité est basée sur des fréquences et qu'il y a une forme de volonté en fait qui va aller actionner ces fréquences. C'est-à-dire que quand on a la volonté très puissante, la volonté du cœur très puissante de guérir, et bien en fait toute la matière va suivre. En exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui se sont retrouvés après un accident à l'hôpital handicapés et ils avaient vraiment la volonté de remarcher pour une date, par exemple pour Noël, c'était dans 6 mois, 8 mois, Noël, et ben je me donne ce cap-là et je remarcherai. Et en fait, cette volonté tellement entière en eux a fait qu'ils ont pu dépasser les croyances limitantes des médecins qui disaient non, mais monsieur ou madame, vous n'y arriverez pas. La personne avait une telle volonté de réussir et de se dire non, moi je sais que je vais y arriver. C'est pas le fait de croire, c'est pas le système de croyance, c'est la conviction qu'on va réussir. Et du coup, c'est vraiment une question de volonté, non plus de croyance. Eh bien, ces gens ont réussi. Comme le fait par exemple d'autres choses dans le sens inverse, c'est que c'est arrivé, il y a eu l'histoire comme ça de quelqu'un qui était enfermé par erreur dans un camion frigorifique et il y avait à peu près une centaine ou plus de 100 km à faire avec ce camion frigorifique. Quand on a ouvert le camion, eh bien, la personne était décédée de froid. Or, le camion frigorifique n'était pas branché. Ça veut dire que dans l'esprit de celui qui était enfermé, la personne était tellement sûre qu'elle allait mourir de froid qu'elle est décédée de froid, alors que le camion frigorifique était à température ambiante. Ça, c'est quelque chose qui existe aussi, dont on peut... on constate qu'il y a une vraie puissance de la volonté sur la matière, donc tout ça est de l'ordre de la fréquence. La volonté agit sur la fréquence. Et bien, à partir de ce constat-là, on peut considérer que on peut agir de façon presque magique, en fait. Et c'est de là, il y a une vraie différence entre la magie et la sorcellerie. La sorcellerie, c'est dans l'un des livres de la collection de mystères, il est dit qu'en fait la magie c'est l'artiste et le sorcier, c'est né la sorcellerie est née de la misère, elle est née des émotions d'envie, de jalousie, de choses qui sont assez néfastes comme ça, mais par contre la magie c'est quelque chose qui provient d'une connaissance de quelque chose qui est presque de l'art ou de l'alchimie en fait. Il y a un très bon exemple au niveau de la volonté. C'est celui-là. C'est une enquête sur les sectes dédié à Lucifer et à Satan. C'est très 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 intéressant. Je commence à le lire et c'est aussi Maximus Le Clément avec la chaîne Loup Divergent qui en avait parlé. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte de la réalité de ces pratiques aujourd'hui encore. Je te laisse. Oui, je voulais juste ajouter, il y a un exercice qui est assez probant au niveau de l'hypnose du goût. Et la volonté c'est assez simple à faire en fait, où vous fermez les yeux et vous pensez très fort par exemple à un citron. Et automatiquement, au bout de quelques instants, si vous avez vraiment une concentration par rapport à cet exercice-là, vous allez avoir le goût du citron qui va apparaître dans votre bouche. Et pour plein d'aliments, vous pouvez faire ça, ça fonctionne très bien dans ce domaine-là, ça fonctionne très bien. C'est une preuve comme quoi
l'esprit, la volonté humaine intérieure peut créer certaines conditions. Celle-ci par exemple. Un exercice à faire, hein, c'est pas très compliqué. Hein. C'est fermer les yeux avec une concentration sur un aliment quelconque. Et moi je l'ai testé, ça marche très très bien. Et donc c'est juste un exercice pour comprendre qu'effectivement là on est vraiment dans la volonté de vouloir créer quelque chose. Là, le goût. Ouais, et le goût est une fréquence, comme le parfum est une fréquence. C'est d'ailleurs, si on va par là, effectivement, moi qui m'intéresse aussi à ça par rapport à ce que je propose aussi, c'est différentes fréquences pour en fait générer du bien-être et retravailler ce qui est joyeux et positif. En fait, c'est d'allier différentes façons de traiter la fréquence. Ça peut être le son, ça peut être la couleur, ça peut être une onde de forme, mais ça peut être aussi un parfum ou un goût. Et effectivement, le goût comme l'odorat, c'est une fréquence. Les parfumeurs, par exemple, utilisent ce qu'on appelle un orgue à senteur. Donc c'est un orgue à fréquence. Et on appelle d'ailleurs chaque senteur des notes. Et quand on va commencer une base de parfum, eh bien on fait un accord avec 3 notes. Donc c'est très proche de la musique. Donc les saveurs aussi sont des fréquences. Et quand on a la volonté de trouver une fréquence, on se positionne sur cette fréquence et on a effectivement la saveur du citron. Ou le parfum aussi, le parfum par exemple de bord de mer, le parfum de l'iode mêlé aux embruns avec un peu ces notes de vase et de sable chaud, voilà, et des plantes, des dunes qui donnent un parfum très très riche, des bords de mer qui sont vraiment ce qu'on apprécie aussi de sentir en été. Voilà, en fait ça ce sont des fréquences que l'on peut faire survenir en soi rien qu'avec la volonté. Et c'est comme ça aussi que ça fonctionne, c'est-à-dire que la volonté elle interagit avec la matière pour donner ce genre de choses. Mais tu me faisais penser aussi, tu sais, c'est arrivé ça aussi, des gens qui étaient dans des situations avec des graves blessures ou des empoisonnements ou des choses comme ça. J'ai plus vraiment le détail de cette histoire, mais ça se retrouve et on sait, il y a pas mal de gens qui en parlent de ça, c'est-à-dire que on peut dégainer dans notre cerveau des médicaments, des substances médicamenteuses qui vont aller en fait produire, je sais pas, je vais dire une bêtise, une sorte d'antibiotique, je sais pas, d'antidouleur ou d'anti-infectieux, des fréquences de médicaments qui sont complètement créées par le cerveau en fait. Ce sont des substances qui sont sécrétées. Donc on a des capacités que nous ignorons parce qu'on a pris la facilité avec la médecine allopathique, avec les médicaments. Mais en fait, on pourrait recréer des médicaments qui peuvent être sécrétés par le cerveau avec la volonté, avec l'urgence de la situation en fait. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est créateur à ce niveau-là. Au niveau des fréquences, on peut être créateur. D'où l'alerte un petit peu, c'est pas une alerte, c'est de se dire que... Ouais, on l'entend. Alors, regarde ce que tu voulais dire. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être moins d'oiseaux, mais par contre, il y a beaucoup plus d'insectes. Ça, on le ressent. Je le ressens beaucoup. Il y a moins d'oiseaux pour les manger, alors du coup, voilà. Donc, on est un peu plus attaqué par les insectes. Pardon.
en bonne connaissance de ces derniers temps. Vive les huiles essentielles contre les piqûres d'insectes. Ah, la lavande aspic, c'est vraiment génial pour ça. Bref. En fait, oui, j'en étais à dire que comme on a ces faits de création de fréquences, donc de saveurs ou de parfums, des fréquences aussi au niveau des émotions. Et on n'est pas du monde des petits cœurs et des bisounours et des voilà, je veux dire, on est conscient de pas mal de choses et les fréquences joyeuses, c'est aussi par l'authenticité de ce qu'on est, de la réalité, quoi. Voilà, on va pas refuser des émotions salvatrices d'indignation ou de mécontentement ou par rapport à ce qu'on voit et par rapport à la réalité, sous prétexte que ah bah non, c'est pas bien. Enfin, on n'est pas du tout dans cet aspect de New Age qu'on trouve puis on va pas vous faire apparaître des un petits peu cœurs faux. sur l'écran, quoi. Hein? On va pas non plus faire apparaître des petits cœurs sur l'écran pour absolument vous amadouer d'amour. Il n'y a pas besoin de faire ça. Non, par contre, ce qu'on aimerait partager, c'est la réalité en fait assez simple d'accès et complètement gratuite des fréquences et de la compréhension de la manière dont ça se passe hors folklore, parce que comme je disais, du coup c'est vraiment un livre très intéressant. Faut pas avoir peur du titre. C'est pas une ode au mal, hein. Au contraire, c'est une enquête étude sur les sectes sujet, ouais. Et sur le sujet de la magie, de la sorcellerie et de la pratique. Et que effectivement, comme j'avais soulevé la dernière fois, enfin sur la vidéo précédente, en fait, que nous étions des émetteurs d'énergie, des récepteurs en fréquence. Ouais. Donc on émet des fréquences, on en réceptionne aussi, et que les villes, les lotissements, toutes les voies d'accès sont comme des circuits imprimés où est véhiculée toute cette énergie vitale, et que nous sommes sur un circuit où en fait nos énergies sont pompées et redistribuées à certains endroits où des gens qui savent eh bien se répètent en fait, hein, se répètent ou se repaissent, pardon, je crois qu'on peut dire les deux, hein. Se nourrissent, voilà, de nos énergies. Et en cela, on est un petit peu utilisé comme du bétail nourricier. Voilà, on a affaire à des gens qui se nourrissent de nous, de nos énergies. Il y avait des gens qui savaient ça depuis très longtemps, et que, à mon sens, ceux que l'on appelle les francs-maçons, bien en fait, ce sont des gens qui savent ça et qui peuvent se diriger dans une ville grâce à certains symboles pour savoir où il ne faut pas passer et où il faut aller pour se nourrir de l'énergie de la multitude, et où il ne faut pas passer pour éviter justement d'avoir l'énergie complètement pompée. Et il y avait donc une vidéo qui avait été partagée par la chaîne Prune de Prune, un jeune qui avait effectivement et j'en avais parlé sur une vidéo que j'avais fait sur Crown Bunker. En fait, on voit bien qu'il y a des graphes, hein, des signatures qui sont en fait ce qu'on appelle les sigils, qui sont des formes pensées, des signatures, en fait des symboles créés avec une volonté, et qui sont en fait inscrits par tag sur des voies de fluides, hein, comme l'eau, le gaz et l'électricité, donc des voies énergétiques pour nous aussi, donc on utilise l'énergie. Et en fait ça pollue, ou ça va avoir une incidence sur ces fluides que nous allons utiliser.
Et en fait, en élargissant cette idée-là, ce fait-là aussi, parce que c'est une réalité, eh bien en fait, nous sommes complètement pompés, quoi. Y a des lieux, et en radiesthésie on le voit bien, il y a des lieux, des maisons même, qui sont très fatigantes, hormis le fait, enfin, on va pas, voilà, c'est pas forcément dans l'extrême que ça se passe. Finalement, les maisons qui rendent vraiment malades, elles sont pas, il y en a quelques-unes, mais c'est pas le grand nombre, quoi. Non, puis ça dépend aussi surtout de soi, de quelle manière on est constitué. Ça va être effectif pour certains, puis beaucoup moins pour d'autres, etc., etc. Par contre, une maison vraiment très nocive, et c'est les maisons qui tuent, là, par contre, elles vont être nocives, on va dire, pour la majorité des gens. Mais effectivement, tu as raison, dans les maisons, les maisons, on va dire, sont la plupart du temps quand même vivables, très vivables. Les maisons neuves ont une sorte de neutralité parce que les murs, en fait, n'ont pas, enfin, comment dire, la vibration des murs naturels prennent les mémoires. Cela dit, malheureusement, les matériaux utilisés maintenant sont tellement morts qu'en fait, ils ne vibrent plus, et en fait, c'est pas forcément bon, hein, pour la vibration des humains, hein. Donc vivre dans des cages, des espèces de maisons cubes en béton, c'est mortifère, ça, par contre, hein. Les espèces de maisons en parpaing, ces matériaux morts qui ne vibrent pas, ça va pas aller nourrir le vivant, quoi. Cela dit, il y a des maisons qui sont très néfastes, qui sont pires. Il y en a quelques-unes, mais il y a pas mal de maisons qui peuvent effectivement être impactées par l'environnement. Et c'est pas uniquement les lignes à haute tension, c'est la manière dont l'urbanisation a été faite. Je veux dire, il y a des lotissements qui ressemblent à des prises Péritel. C'est quand même troublant de s'apercevoir que des centres-villes sont comme des circuits imprimés. Donc effectivement, comme je disais, il y a des endroits où ça se recharge et des endroits où ça se décharge. En fait, l'énergie est véhiculée comme ça. Et force est de constater que, si on pouvait s'y pencher, on pourrait peut-être avancer l'hypothèse que les barres d'immeubles des HLM sont des sortes de capteurs d'énergie, en fait, où on va pomper l'énergie vitale des gens, et que finalement des beaux quartiers ou des quartiers un peu privilégiés vont par le fait de circuits comme ça, avec cette espèce de mécanique des fluides urbains, vont aller être des sortes de transfos, et puis en fait servir et nourrir en fait ces belles habitations où vivent les gens qui savent et qui connaissent ce genre de secrets-là, de construction, et des connaisseurs de l'énergie. Voilà. Du coup, c'est vrai que dans ces environnements-là, on a beau essayer de garder des fréquences joyeuses et des fréquences créatrices, on n'en a jamais les fruits parce que en fait tout est pompé. Alors comment faire ? Eh bien, il y a des ondes de forme qui existent, il y a des façons de procéder chez soi pour éviter justement la perdition de cette énergie créatrice que l'on peut émettre. Et là, les outils, en fait, ce sont des ondes de forme. Vous avez on appelle ça outils, mais par exemple, vous voyez l'onde de forme qui vient par exemple de la bague Atlante.
Bon, il y a la bague effectivement, mais on peut aussi avoir des petits outils en bois comme ça, avec cette forme, donc avec 3 lignes, 6 petits rectangles et 2 triangles isocèles de chaque bout. Et ça, on peut le faire en bois et le mettre avec un pôle positif, un pôle négatif sur le nord magnétique chez soi. Et on peut comme ça générer une protection énergétique pour éviter justement d'avoir une perdition d'énergie. Donc en fait, il y a des choses comme ça avec des ondes de forme qui ont une incidence en radiesthésie. Alors finalement, concrètement, comment ça se fait que en plaçant des formes, on puisse avoir comme ça des effets dans l'énergétique? C'est troublant aussi, on peut se dire que tout ça c'est un petit peu de la rigolade, mais en fait il y a quelque chose d'attesté. C'est par exemple, vous prenez une pyramide aux mesures de la grande pyramide d'Égypte, une petite pyramide à peu près voilà, de cette dimension, mais aux mêmes proportions que la pyramide d'Égypte, et vous mettez dedans des morceaux de viande ou des scalpels ou des lames de rasoir, et vous allez voir que ça ne va pas pourrir. La viande va se momifier sans pourrir, et les lames vont être aiguisées, parfaitement aiguisées en fait, et ne vont pas perdre leur tranchant. Donc il y a une préservation comme ça dans l'onde de forme de la pyramide. Et ça, on l'a vu, ça a été fait déjà. Donc on voit bien qu'il y a une incidence sur les ondes de forme, sur la matière, parce que c'est de l'énergétique. Donc la forme a aussi une fréquence. C'est comme un parfum, c'est comme une émotion. Donc on est très sensible à ça. Et en fait, c'est vraiment j'ai envie de dire, le nerf de la guerre en fait, du bien, enfin du mal contre le bien et du bien évidemment contre le mal. Et l'une des choses qui m'appelle en ce moment aussi, dans ces phénomènes de fréquence, enfin qui m'appellent. En fait, je le faisais il y a déjà plusieurs années. C'est les Sacré-Cœur vendéens et chouans. C'est pas tout à fait la même chose. Les Vendéens ont subi un génocide parce qu'ils voulaient protéger cette idée de trône de France, et qu'en fait le Christ était le roi, c'est Dieu le roi en fait. Et ils ont voulu protéger ça, donc ils ont vécu malheureusement un génocide, hein, parce que c'était quand même plusieurs centaines de milliers de morts, c'est affreux, c'est un vrai massacre. Ils se protégeaient contre la franc-maçonnerie. Ils se protégeaient contre les effets de la franc-maçonnerie, ces gens en fait. 1766. C'est, toi tu dis 1766, parle-en, tiens. Moi c'est la date que j'ai, qu'à partir de 1766, on passe de la Gaule à la France. La France de la franc-maçonnerie. Comme diraient certains, la franc-maçonnerie. Mais c'est tout ça pour dire qu'à partir de là, c'est tout à fait normal que les régions qui étaient pour le trône de France se mettent en conflit avec ça. Parce qu'ils avaient compris que les problématiques arrivaient très très vite. Donc c'est même pas historique, hein, c'est naturellement. Hein. Ce sont des vibrations naturelles qui font qu'on combat ce mal-là. Voilà. Et cette date fatidique, 1766, ça correspond à plusieurs choses. Bonjour. Cette date correspond à plusieurs choses, c'est déjà au point culminant de la vraie humanité, 1770. À partir de 1766. À partir de là, la France, et on va dire une grande partie du monde, a été pris sous l'aile de cette franc-maçonnerie qui s'est installée, et l'humanité est en déclin, la vraie humanité, puisqu'on n'est plus dans la vraie humanité qui gère ce monde. Voilà. Et c'est vraiment une date hyper importante, et le déclin se fait dans tous les sens. Donc depuis 1766, le progrès qu'il y a eu depuis, mais tout ça c'est que tout ça ne montre pas la montée de l'humanité.
Parce que le vrai déclin, il existe. Tu connais un peu l'histoire de Hugues Capet? Parce qu'il y a vraiment sur la dynastie des Capétiens quelque chose qui est étonnant. C'est en fait, c'est un roi qui a été sur le trône de France parce qu'il en était digne, en fait, et pas parce qu'il était la descendance des Mérovingiens. Tu connais un peu, toi, cette histoire-là ou Non, je ne connais pas. Mais on va creuser là-dessus, on en reparlera. Je sais juste une chose, c'est que les Capétiens viennent de Belgique. Et là-bas, chez les Belges, il y a un truc qui est les vrais courageux et téméraires gaulois sont les Belges. C'est ce qu'eux disent, hein. Mais ils ont raison, hein, parce que on revient sur le Capet, qui venait de Wallonie. Voilà, enfin, après maintenant je connais pas assez le sujet du Capet pour revenir plutôt à ce qui s'est passé avec la Révolution française. Il y a le déclin a commencé, j'ai envie de dire, presque avec Louis XIV, et il y a effectivement ce fameux masque de fer là. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé en fait. Est-ce que finalement c'était un usurpateur et que le masque de fer en fait c'était le véritable roi? Oui, c'est ce que. En fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans des publications de certains historiens. Hein. Ouais, on en parle de ça, mais on ne sait pas trop. En fait, c'est un mystère, ça. Que j'apprécie beaucoup. Henri Guillemin, ouais. Ouais, très, très, très intéressant. Pas du tout dans ce que dans ce qu'on apprend à l'école, dans les livres d'histoire. Ah non. Elle est un peu plus. Fernand Nathan. Il allait gratter un petit peu plus ailleurs. Hein, ce qui était vraiment notre cher un Suisse. Hein. Humoriste préféré, on parle bien de ça. Fernand Nathan, bah oui. Non, pour en revenir par exemple à ça, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un déclin, c'est quand même troublant. Enfin, je veux dire, Louis XV, voilà, c'était pas quelqu'un qui s'occupait vraiment. Je veux dire, là, le lieutenant du Christ, il avait pris déjà une claque. Et bon, Louis XVI, il s'est laissé complètement avoir parce que, effectivement, le mal. Et j'avais dit on verrait ça dans une prochaine vidéo la dernière fois, comment on fait le mal et que c'est de l'infiltration et de la subversion. C'est ce qui s'est produit avec le rite écossais ancien et accepté qui s'est infiltré dans la cour de France et qui a infiltré et qui a perverti les gens qui étaient un peu avides de pouvoir et qui leur ont donné la possibilité de créer quelque chose de monstrueux, d'ouvrir les prisons et puis de faire absolument un massacre en France, quoi, et donc de ce génocide vendéen. Ça te rappelle rien à la période du Covid, ça? Ouvrir les prisons pour se faire un peu plus attaquer, non? Oui, vas-y alors, qu'est-ce que tu as comme... Quand on veut qu'en France il y ait une révolution, on ouvre les prisons et on met dehors tous les éléments les plus dangereux. Au moment du Covid, on a mis des dizaines de milliers de détenus dehors. Ah oui, mais ça c'est une information qui est passée à la trappe, mais ça, moi ça me fait penser directement là. C'est ce qui est préconisé en Angleterre, là. C'est pas ça. C'est-à-dire que là, ils veulent ouvrir les prisons. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je mets ça en parallèle par rapport à l'époque du Covid, qui est aussi valable à plein d'époques, et notamment celle dont tu parles. Et donc, pour en revenir à l'onde de forme que j'utilisais, c'était vraiment parce que je suis bretonne et que du coup le chœur chouan m'a toujours parlé, ce chœur christique qui, à mon sens, était l'onde de forme la plus puissante. Donc, vous voyez, la différence, le chœur chouan, c'est un chœur qui saigne, qui est enflammé avec la croix chrétienne au-dessus. Le chœur vendéen, c'est un double chœur avec la couronne et la croix au-dessus. C'est la différence, c'est en fait Dieu le roi avec la couronne des royalistes, hein, la couronne du roi de France qui est Dieu couronné.
Et le cœur chouan, c'est la flamme, c'est le Sacré-Cœur qui s'enflamme, c'est le cœur flamboyant du Christ. Et en fait, c'est une onde de forme. J'aimais aller, ce que je faisais en Bretagne beaucoup, c'est que j'aimais justement tout en priant, et en priant correctement, c'est-à-dire avec vraiment cette volonté de parler au Père de ma conscience, à celui qui est mon créateur, en tant qu'être d'énergie, de lumière, qui, voilà, comme je disais, on n'est pas auto-créé, quoi, on a un créateur, mais pas dans le corps humain, qui est une sorte de scaphandre, en fait, qui nous fait plonger dans cette densité de matière, mais c'est vraiment en tant que conscience, donc le créateur de ma conscience, et voilà, donc en étant dans cette prière-là, dans cette intention de prière vers mon créateur, eh bien, je mettais dans la nature cette onde de forme avec un petit pastel. Je dessinais donc ce cœur de chouan, le cœur chrétien. Voilà. A-t-on une prise? Oui, parce que nous pêchons, nous avons des lignes. Ah, putain, il y a une touche. On avait une touche. Bon. Ah, il y a eu... Tiens, regarde. Il a bouffé la moitié du... Ouais, bon bah voilà. Du coup, en fait, cette onde de forme là, elle a aussi cette faculté de protection, mais bien évidemment, ça ne correspond pas à toutes les fois. Donc, chacun verra, et voilà, c'est aussi un choix en conscience, qu'il y a des ondes de forme qui sont des protections, et ce ne sont pas des gris-gris de talismans, de sorcellerie ou de magie. Les chrétiens, bien que en fait il soit interdit de faire de l'idolâtrie, eh bien nous avons aussi des protections par les saints, et nous avons des médailles qui sont frappées avec différents saints de protection, des archanges aussi, comme l'archange Saint-Michel, les représentations donc, de Jésus, de Marie. Ces médailles sont plus une forme d'allégeance que de la protection de gris-gris, mais ces médailles, en fait, c'est de la matière qui ne peut être nourrie qu'avec la volonté. Et les ondes de forme, c'est à se demander, parce que c'est vrai que c'est troublant, la pyramide ou les ondes de forme de la bague atlante que l'on peut retrouver en planche, en outil de radiesthésie, qui peuvent effectivement aider à la protection d'un lieu, au fait de détourner les énergies, en fait, qui peuvent être néfastes. Donc il y a quelque chose là qui peut être assez troublant, en fait, où les statues sont des sortes de symboles en 3 dimensions, et qui peuvent accrocher des égrégores, et que c'est pas parce qu'on a affaire à un égrégore qu'il est forcément matriciel et négatif. La sacralisation peut être une forme d'égrégore et quelque chose de sacré, préserve la vie et préserve les hautes fréquences. Et ça, il ne faut pas, comme je disais la dernière fois, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a effectivement des choses qui sont néfastes et qui sont piégeuses, comme le fait effectivement, il y a eu une synchronicité avec Rock Soccer il y a quelque temps de ça déjà, où j'avais fait une vidéo présentant la possibilité que la Vierge Marie soit la représentation, la personnifiée dans cette matière-là, dans cette matrice artificielle, de la matrice originelle, puisque en fait elle représente le ciel, et que c'est la mère de Dieu, mais peut-être que c'est la mère d'onde, M-E-R, et non pas M-E-R-E. Et que en fait,
puisque nous venons ici, non pas en tant que conscience, mais que nous sommes incarnés dans des corps, eh bien la matrice originelle peut s'incarner en tant que matrice immaculée, puisque la matrice originelle est immaculée, et que c'est par là même que Dieu peut provenir dans ce monde-là, dans la personne de Jésus. Et en fait, si vous voulez, il y a quelque chose là qui produit une protection, en fait, un égrégore qui va aller protéger vivant. On n'est pas complètement largué et abandonné en fait ici, sinon on n'aurait jamais eu la vie du Christ. On n'aurait jamais eu ces messages d'espoir et d'espérance et d'amour. Et qu'est-ce que l'amour en fait? Donc il y a vraiment quelque chose qui est utilisé par la matrice artificielle, comme effectivement, comme je disais, Rock Soccer, qui dans un de ses éditoriaux disait qu'il fallait se méfier de la Vierge Marie et qu'effectivement on pouvait avoir derrière des entités. Et que, ouais, effectivement, lorsqu'on voit effectivement beaucoup de fanfreluches et beaucoup de... Enfin, Marie, en fait, elle est très humble et très discrète. Il y a des choses au niveau marial, effectivement, qui peuvent être détournées. Mais ça ne signifie pas que la Vierge Marie initiale soit autre chose que la matrice originelle qui se personnifie et qui, par là, fait venir Dieu en tant que Jésus sur terre. Donc, il y a des détournements qui sont faits dans cette matrice, mais qui proviennent d'éléments sacrés et d'éléments complètement authentiques. Je propose qu'on déménage un petit peu à l'ombre parce que je commence à cuire au niveau du dos. À tout de suite. Nous revoilà avec une autre facette du lac. Donc moi je commence à être un peu rouge. D'ailleurs à cet endroit-là, demain on a un concert comment il s'appelle le Caravage? Oui, mais alors c'est le sextet Caravage. Donc avec un programme classique au menu. On est impatient d'aller voir ça demain soir. Oui, alors le château du Frêne effectivement présente beaucoup d'activités et beaucoup de petites histoires au quotidien sur son site Facebook. Donc je vous conseille d'aller regarder si vous êtes du coin de la Mayenne. Château du Frêne, vraiment les propriétaires sont absolument charmants et ils produisent beaucoup de choses artistiques, que ce soit des expositions, des concerts de musique classique, des choses comme ça, donc c'est vraiment agréable. Des ventes artisanales aussi. Oui, voilà, ce sont des Néerlandais qui ont repris ce château d'ailleurs, comme vous savez, comme vous devez le savoir, on vous apprend rien du tout, que tous les beaux châteaux de France, qu'ils soient petits ou même plus ou moins grands, sont repris par les gens d'extérieur de la France, puisque maintenant c'est eux qui ont la monnaie et pas nous. Donc, mais en tout cas, ils font les choses très bien, ça perdure comme ça notre patrimoine de belles maisons et de belles demeures de ce genre. Parce que franchement, ils font un travail formidable, ils sont très très sympathiques. Ah, tu en as? Très accueillants. On a pris. C'est pas pour nous, chérie. Tu vas faire par contre, ah, ça va peut-être bientôt l'heure de la... Ça va être bientôt l'heure de... Bon, de toute façon, quand tu vas préparer ça, tu vas couper les choses, non? Je vais couper? Tu vas couper les... Je sais pas. Ah bah, t'es tombé dans l'eau. Tiens, on va regarder ça, tout près. Ça nous intéresse. Donc en fait, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait, maintenant qu'on s'est mis à l'ombre, on en était du coup avec donc ici, les ondes de forme, où je parlais effectivement du cœur vendéen, du cœur des Chouans, et que en fait
avec Marie, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure avec Rock Soccer qui justement mettait en garde avec le détournement marial qui peut être fait. Au même moment, moi je produisais une vidéo, enfin au même moment, le jour même où il finissait son éditorial, je lui partageais une vidéo qui racontait justement que Marie était la matrice originelle, donc. Mais que c'est pas inintéressant de mettre les deux en lien, c'est-à-dire que on est chercheur de vérité à ce niveau-là et que c'est pas un point de vue qui vient du mental. Moi je me suis laissé beaucoup de temps pour sous-peser ce qu'avait écrit Rock Soccer parce que je me suis dit tiens il a ça et effectivement il y a des informations qui sont quand même pas inintéressantes et qui vont aller alimenter son propos, donc je me suis laissé le temps aussi de le ressentir, de voir comment ma conscience pouvait m'informer à ce niveau-là. Et j'ai vu qu'il y avait des subtilités. Effectivement, il y a des détournements, mais que ça n'empêchait pas le fait qu'il y a quelque chose d'originel qui est à la base. Parce que ici, dans cette matrice, rien n'est créé à partir de rien. C'est toujours créé à partir de quelque chose d'authentique et de pur et d'originel. Donc, il y a différentes choses, comme différentes apparitions, que je ne ressens pas authentiques, et pourtant ce sont des apparitions dites mariales, et qu'effectivement, il y a des choses troublantes. Je veux dire, il y a des façons de faire qui sont troublantes, et Paul Ponceau aussi en parle, et je suis complètement d'avis avec Rock et Paul vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas authentiques et on voit bien qu'il s'agit d'un détournement de la matrice avec des entités qui vont aller détourner l'égrégore, détourner l'énergie pour se nourrir eux-mêmes. Et on en revient justement à cette idée que nous sommes des émetteurs d'énergie mais aussi des récepteurs. Et des récepteurs d'énergie divine, et en fait par notre biais ce mal va vampiriser Dieu, et c'est tout l'objet de la pédocriminalité, de fait de vampiriser Dieu. C'est la seule et unique façon pour eux de se nourrir, je pense, c'est-à-dire de se nourrir de ce qui est beau et de ce qui est lumineux, parce que eux n'ont plus rien de lumineux et qu'ils en souffrent énormément, et ils sont tellement abîmés par cette souffrance du manque du divin qu'ils en deviennent absolument monstrueux, et que leur seule façon maintenant d'avoir de la lumière divine, c'est par notre biais à nous, et c'est pour ça qu'ils se nourrissent de nous. Cela dit, Marie est une réalité. Il faut faire attention effectivement à ne pas à toujours faire appel à son discernement, c'est-à-dire effectivement à discerner les détournements de ce qui est authentique, et effectivement c'est pas évident du tout, et je comprends pleinement les gens qui refusent tout en bloc de peur de se tromper et de donner ce qui est de plus beau en eux à des monstres, quoi, à des entités vampiriques. Donc effectivement ça se comprend. Cependant, nous avons été à Kérisinen récemment, et nous avons expérimenté quelque chose de très humble, de très discret, mais pourtant qui a une réalité. Kérisinen qui est dans le Finistère, pour bien préciser. Près de Morlaix. Une vingtaine de kilomètres, on va dire. Et donc on a été là-bas parce qu'on a des douleurs, voilà, des problèmes de sommeil, parce qu'effectivement on est tous impactés par les épandages et par aussi l'aspiration énergétique et les pollutions dues justement à ces sorcelleries et à ces magies qui sont effectuées
dans les réseaux telluriques et dans les réseaux cosmiques et les réseaux énergétiques du vivant. Et ces choses-là sont corrompues par ces exercices-là et cette volonté destructrice. Et donc en fait, évidemment, on est impacté au niveau de la qualité de la santé. Et nous avons été à Kérisinen, qui est un lieu qui est pas du tout reconnu par le Vatican. C'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant en ce lieu, parce qu'on appelle ça le Lourdes breton. Et en fait, tout est gratuit là-bas, vous y allez, c'est même pas fléché. Enfin, c'est un lieu dit, Kérisinen, donc il y a une église et puis avec la source. Et on se sent mieux en buvant l'eau de Kérisinen, en mettant l'eau sur soi là où on a mal. On se sent mieux. Faut l'expérimenter, mais c'est là aussi, on pourrait croire que c'est une question de volonté. Je laisse faire les choses, moi, le plus tranquillement possible. On pourrait croire que c'est quelque chose de placebo. Ouais, pourquoi pas. Ceci dit, j'ai pas en moi cette force de croyance ou de foi extrême qui va aller produire un effet placebo sur ça. J'ai vraiment laissé la chose se faire tranquillement. Et bien, force est de constater que le sommeil est meilleur. Je dors plus, que les douleurs, ça me nuise. Je sais pas pour toi, mais oui, moi j'ai eu un effet bénéfique. Alors c'est pas miraculeux, c'est pas extrême et spectaculaire. Non, mais il y a du mieux. D'ailleurs, je dors mieux depuis. Je reprends des forces depuis 3 nuits, qui correspond à peu près qui correspond à un moment de cette visite et de cette pratique sur l'eau qui me fait du bien. Ça va, très bien. Moi, je suis ravi d'avoir fait ça parce que j'avais des gros problèmes avec les canaux carpiens qui me donnaient des douleurs jusque de haut de l'épaule et qui m'ont réveillé la nuit. Là. Je fais des plaisirs. Donc, oui. Moi, je voulais revenir juste parce que je sais que j'ai dit que j'ai eu beaucoup d'expériences d'entités. Et donc, je voulais juste te dire que j'en ai eu à Versailles, à Anvers, en région parisienne, ici, avec des approches d'entités. Carcassonne aussi, où je tenais une boutique dans la cité de Carcassonne, sur la place Comtal, et j'avais donc l'appartement juste au-dessus. Donc, si vous voulez, comme je suis un aspirateur, j'ai été un aspirateur à entité quand j'ai commencé dans le domaine de la radiesthésie, quand je faisais mes stages de géobiologie. Donc, si vous voulez, moi, il y avait quand même j'étais une boîte de réceptifs très, 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 très forte pour ce genre de choses. Et j'ai eu affaire à des entités bonnes et des entités très mauvaises. Ma dernière en date, c'était à Versailles, où c'était vraiment j'ai eu affaire quand même à des entités qui pour moi étaient très négatives, parce que de toute façon, le premier ressenti que vous avez sur les choses est toujours le bon. Comme je dis souvent à Audrey, quand vous avez un ressenti, même dans des travaux de radiesthésie, quand vous avez le premier ressenti, si vous commencez à douter de ce que vous faites et que vous partez sur un autre chemin, à un moment donné, vous revenez toujours sur le premier, parce que vous vous perdez dans tout le reste de ce que vous faites derrière quand vous doutez. Et si vous restez dans l'idée et dans les informations que vous avez, parce qu'on est des boîtes réceptives, pas moi qui va, c'est pas moi personnellement en tant que Théophile est capable de dire voilà, je vois tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis une boîte réceptive, j'ai ouvert ce globe droit de mon cerveau qui permet de réceptionner des informations. Mais savoir à qui on a affaire, on ne le sait jamais, complètement. Donc des entités non humaines, des entités réelles, de bien, qui vous veulent du bien aussi. Mais on sait quand même, déjà moi, par rapport à toutes ces expériences, j'ai jamais eu vraiment peur de quoi que ce soit par rapport à quoi je rencontrais, sauf à 2-3 exceptions.
où je savais que j'avais affaire à quelque chose de négatif. Donc en général avec le pendule, vous regardez tout de suite si le pendule tourne à l'inverse d'une aiguille du monde, c'est que déjà vous avez affaire à quelque chose de malin plutôt que de faire votre bien. Enfin, voilà, ça c'est une parenthèse que je voulais commencer à faire par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. On en reviendra dessus parce que je pense je raconterai certaines expériences dues à ça et dans d'autres vidéos. Oui, on en reparlera de toute façon de ça dans d'autres vidéos. Donc moi c'est vrai que là je reviens sur les ondes de forme et les protections. Il y en a, donc il ne faut pas se penser complètement esselé, abandonné ici. Même en termes d'entité, je veux dire, effectivement, tout ce que le mal peut produire a quelque chose de spectaculaire, mais ce que produit le bien en général, on le sent que c'est authentique, on sent que c'est très humble et très discret, mais que c'est solide. Et ça ne vous met pas dans des formes de... Et ça n'est pas spectaculaire, ça n'est pas... c'est en général très subtil. Mais ça protège de cette vampirisation globale que nous vivons en fait. Il y a autre chose aussi qui serait bien de... Je voulais en parler la dernière fois. C'est la façon dont le mal peut s'y prendre pour mettre les choses en place. Par exemple, je veux dire, l'une des choses qui, à mon sens, est vraiment l'acceptation de ce qu'est un avortement, même si on peut en dire ce qu'on veut sur certaines situations où effectivement l'avortement peut être une nécessité. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je peux pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est vraiment au cas par cas et que là, pour le coup... Cependant, c'est devenu en fait quelque chose de tellement énorme et de tellement pratiqué, et qu'il y a un marché du fœtus derrière les cliniques d'avortement, que en fait les entreprises d'agroalimentaire, les entreprises de cosmétiques achètent différents organes, différentes parties de fœtus. Donc en fait il y a un marché de la mort de l'enfant en fait derrière disons les aspects les plus compréhensibles de cet acte. Voilà. L'avortement, quand on remonte un petit peu dans la société, au niveau sociologique, on se rappelle un petit peu à l'époque, quand on était mère-fille, c'était l'abandon, en fait, vraiment la déchéance sociale, c'est-à-dire qu'on était rejeté par tous et tout le monde. Cependant, la manière dont ça s'est fait, ça, dans la société, je veux dire qu'on ait accepté cet état de fait, qu'on ait accepté que, en fait, des jeunes femmes, parce qu'il n'y avait pas de contraception à l'époque, tombent enceintes hors mariage, et que c'est effectivement donné ce qu'on appelait des bâtards. Oui, mais je veux dire, on est des humains, on a des hormones qui, au niveau de... quand on devient adolescent ou jeune adulte, eh bien en fait, c'est en ébullition, donc on veut avoir des relations sexuelles, et que c'est tout à fait normal, que en fait, effectivement, il ne s'agit pas de forniquer, mais il s'agit des fois aussi de faire l'amour, et puis que on ne trouve pas son mari absolument tout de suite, que voilà, c'est aussi quelque chose qui existe, et c'est bon, je ne sais pas si c'est parce que on est au 21e siècle, mais enfin écoutez, pour moi il n'y a pas vraiment
de mauvais comportements là-dedans, hein, et que en fait le fait de donner de l'amour, voilà, parce que c'est quand même pas ça provient pas de la haine ou de la colère, quoi. Le fait de faire l'amour et puis de tomber enceinte alors qu'on n'est pas marié, et que le mari, en fait, bon bah il était pas si amoureux que ça, enfin c'est pas le mari mais le jeune homme était pas si amoureux que ça, donc bon, il s'éloigne un petit peu, ou voilà, au lieu d'être dans cette tolérance de ce qu'on pourrait appeler la faiblesse humaine, on a jugé et écarté de la société, c'est-à-dire qu'on a été d'une intransigeance assez remarquable, quoi. Qui a décrété que en fait ces gens qui justement pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage, parce qu'on dit l'église, mais en fait ce sont des êtres humains derrière, parce que l'église c'est une institution, c'est complètement impersonnel. C'est-à-dire que derrière ça, il y a eu des choses très intransigeantes sur le fait que ce soit les miséreux qui souffrent et qui sont avec des comportements de sacrifice qui sont forcément sains. Moi, je trouve qu'il y a un sacré détournement de ce qui pourrait être de l'idée un petit peu de l'humilité dans la vie, c'est-à-dire l'idée que effectivement on se retrouve pas dans le royaume de Dieu, notre Seigneur, en fait le Père de notre conscience ici, c'est pas lui le taulier, quoi, c'est l'autre, et que donc en fait il s'agit de garder une authenticité et aussi une humilité, ne pas s'accrocher à ce qui est de ce monde-là, en fait, et que cette idée-là a été détournée, corrompue, donc il y a eu infiltration, subversion, toujours, et que en fait est né de cela, de l'intransigeance au lieu de la tolérance, du rejet au lieu de la main tendue, de la colère et de la haine plutôt que de la tolérance et de la charité, en fait. C'est une souplesse de considérer l'humain avec tolérance et avec compassion. Et de là est venue en fait la nécessité du charcutage ce qu'on appelait le curetage, qui a été en fait de la mutilation atroce des parties génitales de ce qui peut produire la vie en fait, et du vivant, enfin des avortements sauvages. C'était absolument atroce. Donc en fait on voit que le mal produit un contexte, va détourner quelque chose qui en fait dans les Écritures sont relatifs à la faiblesse humaine, et donc va émettre une intolérance vis-à-vis de ça, donc qui va exacerber quelque chose qui mériterait davantage notre charité et notre pardon, pour avoir une intolérance complètement intransigeante sur ça, qui va aller faire cette infiltration et cette subversion dans les esprits des gens, voilà, que ça devienne un phénomène de société, un fait de société, que ça entre même dans les habitudes, et que à partir de là, quand vraiment ça s'est bien distillé dans la société, eh bien il vient comme un sauveur en disant il y a effectivement l'avortement qui va être médicalisé, voilà, c'est-à-dire qu'il vient comme un sauveur pour produire quelque chose qui en fait va lui permettre d'avoir un business derrière, parce qu'il faut voir ce que c'est que le traitement des fœtus. Je vous laisserai découvrir ça, parce que c'est absolument c'est dément en fait. Là on perd toute humanité, hein. Et
En fait, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Il y a en fait la création d'un contexte pour venir avec une solution qui est une solution qui sauve un peu le contexte, quoi. Mais le contexte est créé dès le départ par le même mal. Donc en fait, c'est une espèce de corruption d'un sens de discernement, de subtilité, de peser le pour et le contre, quoi. Et que ça demande vraiment une qualité d'esprit complexe. Et en fait, le mal simplifie tout pour passer aux extrêmes et effectivement être extrême dans le fait de devoir tuer ses enfants, en fait. Alors que si dès le départ, on avait refusé cette intransigeance, on avait réellement été des bons chrétiens et en disant non, on va les accepter, ces enfants, et puis on va en faire des gens bien, des hommes bien, des femmes bien, et on va essayer de comprendre comment on peut vivre selon les textes pour être dans la droite ligne, tout en acceptant le fait que oui, nous avons des pulsions sexuelles et que c'est pas mal en fait en soi, que c'est quelque chose qui fait partie de la faiblesse humaine et que finalement, effectivement, le Christ nous le dit bien, il se trouve dans chacune de nos failles. Donc en fait, le traitement là de son amour, de sa vérité, de son pardon, de sa tolérance, doit se trouver là où se situent nos failles. Et le mal, s'il n'y a pas le Christ dans nos failles, eh bien lui s'y infiltre et il nous rend intransigeants, et en fait il sait très bien qu'à terme c'est lui qui va gagner et pas le vivant, quoi. D'où l'instauration de l'avortement et de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la marchandisation des fœtus et le fait de nous le redonner à manger avec l'entreprise Sedomex qui a créé donc ces additifs alimentaires à base de fœtus humains. Voilà. Qu'on retrouve dans les chips Lay's ou dans le Pepsi ou dans des cosmétiques ou dans bien d'autres produits, en fait. Donc effectivement là c'est de l'ordre du soleil vert encore, hein. On revient à ces films qui nous racontaient des choses qui nous paraissaient hallucinantes seulement. On en vient à ça avec les sarcophages suicidaires pour en fait nous amener à accepter le fait d'accepter de se suicider dans des sarcophages high-tech parce qu'on atteint un certain âge, par exemple, et de manger de la viande humaine par le fait de ces additifs-là, par le fait de l'avortement. En fait, vous voyez, c'est tout un cheminement du mal qui va aller créer un contexte pour pouvoir s'infiltrer. Donc voilà comment le mal fonctionne. Et il a exactement fonctionné quasiment de la même manière avec tout ce qu'on voit aujourd'hui comme choses absolument très dangereuses et terrifiantes qui peuvent nous tomber dessus, et puis qu'en fait c'est pour nous imposer la solution qui, elle, par contre, est réellement mortifère. Qu'en dis-tu ? Moi je suis d'accord, de toute façon je t'écoute, mais tu es en terrain conquis avec moi. Donc j'ai pas grand chose à rajouter, sauf que rajouter quoi par rapport à ça? Si, il y en a plein, mais bon, le sujet est tellement vaste. On va passer beaucoup de temps. Donc en fait, méfiance par rapport à ce qui s'en vient, qu'il y a des ondes de forme, et je reviens avec le Sacré-Cœur des Chouans pour les Bretons et le Sacré-Cœur des Vendéens, que c'est une onde de forme qui est protectrice, et que c'est avec ce qui existe de sorcellerie et de magie aujourd'hui une très belle protection. Donc
Voilà, c'est pour cette vidéo, on va arrêter. Je pense que la prochaine, on parlera bien davantage déjà en rapport avec ce livre, mais aussi avec d'autres choses, hein, à peu près sur les mêmes thèmes, hein, de la fréquence et de la radiesthésie. En rajoutant quand même on vous parlera aussi d'une expérience que l'on a eue à chaque fois qu'on passera une vidéo, on parlera d'une expérience concrète que l'on a eue par rapport à des faits heureux ou malheureux, je veux dire, de quelque chose qui, pour vous expliquer ce que peut être néfaste certaines ondes. Ouais. Tu vois ce que je veux. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans le détail pour l'instant, c'est pour ça que je suis un petit peu. Oui, c'est vrai, mais tu as raison, parce que, en fait, comme je disais aussi, c'est l'initiation, elle provient de l'expérience. C'est le fait de distiller en soi-même, dans son paradigme, des connaissances. En fait, c'est ça l'initiation. Donc en fait, on expérimente les choses, on les vit et... Volontairement, enfin on expérimente, mais des fois c'est involontaire aussi. On est aussi des fois avec des choses qui nous arrivent, qu'on ne demande pas et qui nous arrivent. Je parle de choses très particulières. Hein. As-tu un exemple à donner là pour le coup? Je sais pas, par exemple, de quelle manière j'ai su à l'avance le décès de ma mère, par exemple. Tu vois, des choses de ce genre. Qu'on a effectivement, on peut capter des informations, quoi. Et d'une manière ou d'une autre. Aussi le fait de demander, il m'est arrivé de nombreuses fois, l'expérience de parler d'une chose que j'aimerais bien la rencontrer ou la posséder, et la trouver le lendemain. Alors ouais. Et là effectivement c'est bien d'en témoigner ça. Cependant, oui, tu me fais penser, avant de terminer, il y a quelque chose qui pourrait être vraiment particulier, c'est quand on entend certaines personnes canaliser, mais qui les renseigne, si c'est pas... Enfin, c'est toujours la même chose, on ne sait pas à qui on a affaire. C'est par exemple, comme je parlais de ce que Rock, son cœur avait du vent. Oui, donc toi tu disais tout à l'heure que... tu disais que... J'ai un cheminement professionnel assez divers et donc dans plusieurs domaines dont j'ai professionnel, j'ai toujours dit tiens demain j'aimerais bien, j'étais disquaire et j'avais des catalogues où il y avait des vinyles assez rares à trouver et je demandais juste, je disais juste demain ce serait bien que je le trouve. Et le lendemain je le trouvais. Ou même des fois une heure après, dans un endroit. Vous voyez, c'est ça dans ce domaine-là, mais c'est aussi valable dans d'autres. Je les ai pas tous là ici, mais j'en ai eu tellement, ils sont tellement nombreux que je pourrais en parler. Ça me fait penser qu'à l'arrivée, la matrice, tu désires rencontrer ou faire quelque chose, ben finalement, ce choix-là, ils peuvent te le donner, quoi. Ils peuvent te l'apporter. Ouais, alors il y a d'une part, ça c'est très intéressant, ça pourrait être traité pour une prochaine vidéo, c'est quand les gens canalisent, qui les renseigne, parce que c'est quand même troublant. Et deuxièmement, en fait, est-ce que ça provient d'une forme de volonté, comme je le disais au début de la vidéo, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que quand on fait des demandes, parfois, en fait, on trouve ce qu'on cherche quand on fait certaines demandes. Et à quoi ça tient, ça? C'est ça qui est intéressant à traiter, ça, en fait. On va pas développer beaucoup sur cette Ce sera pour une prochaine vidéo. Mais c'est pour ça que les prophéties seraient peut-être ni plus ni moins que des choses qui leur sont dictées. Quand nous, on fait de la radiesthésie ou du magnétisme, on a des informations. C'est de la prophétie. Donc les prophéties faites par diverses personnes ne sont plus ou moins des choses dictées. Ou alors, je ne pense pas qu'elles les demandent et qu'on leur donne, mais je veux dire, je pense que tout est dicté, quoi. Il y a quelque chose qui est très troublant sur le principe même de la prophétie, en fait.
c'est comme si on donnait un scénar et qu'en fait il s'agissait de lire le scénario et de voir comment ça se passe, quoi. Ça, ce sera vraiment dans une prochaine vidéo parce que le sujet est vraiment à traiter, il est très intéressant aussi. Je vais rassembler toutes mes infos, toutes mes expériences et infos que j'ai eues là-dessus et on pourra développer ça. Ouais, parce que c'est, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de troublant. En tout cas, cette vidéo était pour traiter encore de la volonté et de la réalité des ondes de forme et des fréquences, de ce côté créateur et dans le fait que on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de lieux qui nous vampirisent énergétiquement parce que tout l'urbanisme en fait tend à cela, à servir une certaine élite dans la société qui habite certains endroits et que en fait toute l'énergie vitale est captée et ces énergies vitales-là vont à d'autres endroits pour nourrir leurs habitants qui eux connaissent en fait certains de ces secrets et que effectivement il existe des ondes de forme pour nous en préserver et ne pas être autant impactés. Voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, Audrey, ce que je souhaite, c'est qu'on ait voilà, je vais faire une demande à la matrice, qu'on ait du poisson pour d'ici une quinzaine de minutes, 20 minutes, qu'on puisse manger ce soir, parce que la vie est dure ces temps-ci. Ouais. Moi, j'ai pas vérifié la qualité de l'eau ici, donc c'est le point du mot, parce que on sait aussi sourire et rigoler de la vie. Faut pas oublier ça quand même. Oui, bien entendu, bah oui. On appelle en fait notre projet les fréquences joyeuses. Et en fait, le projet, vraiment pour terminer sur cette note-là, c'est en fait d'allier différents types de fréquences. Moi, je suis sonothérapeute, tous les deux, on est radiesthésistes, toi, c'est la musique. Ouais. Moi, je m'intéresse énormément aux senteurs, aux ondes de forme, mais aussi aux couleurs. Et en fait, l'objet de mon métier, et en fait, je crois que c'est une pratique que je vais mettre en place, je vais créer ça comme pratique et que je vous proposerai dans la création aussi d'une boutique prochainement qu'on aimerait ouvrir dans le Morbihan. C'est de vous proposer en fait en termes de fréquences des solutions, des petites trousses de fréquences mêlant son qui vous conviendrait avec la senteur, avec la couleur et la forme qui vous conviendrait. Voilà, c'est un petit package en fait, comme l'on vient voir un sonothérapeute, donc moi je le suis, hein, parce que quand quelqu'un vient me voir, je vais traiter telle partie ou telle problématique avec une ou plusieurs fréquences. Et eh bien je vais multiplier en fait l'approche de ces fréquences, non pas seulement en son, mais aussi en différents médiums, comme on dit, c'est-à-dire forme, senteur, couleur, voilà. Et que c'est en fait le métier que je vais mettre en place et que je vais vous proposer. Et donc ce projet-là d'ouverture de boutique, et je mets déjà ça en place dans ma profession de sonothérapeute, donc à Champéon en Mayenne Nord, dans mon cabinet de sonothérapeute. C'est déjà une solution que je vous proposerai. Du coup, en fait, c'est l'objet de notre projet qui s'appelle aux fréquences joyeuses. Et aussi d'espoir, parce qu'effectivement, on ne peut plus être authentique avec des gens qui sont rattachés à ce monde, en fait. C'est pour ça qu'on a décidé de partager des choses par vidéo. Alors, aussi. En espérant qu'il y a des gens qui soient dans la même vibration que la nôtre. Et merci pour tous ceux qui ont regardé la première vidéo que nous avons faite. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Mais vraiment merci pour les quelques-uns qui ont regardé, et on espère que ça va grandir de plus en plus. Allez, très très bonne journée, belle fin d'été.